Un automne dans l'immensité du désert multicolore. Je roule seul sous le regard de volcans de soufre. Alors même que la France connaît son second confinement, je voyage en quête de liberté sur les routes et pistes de Bolivie. Un voyage depuis les montagnes de l'Oriente jusqu'à l'un des plus beaux déserts d'altitude du monde. Je suis allé au Chili, Queen Elizabeth National Park, Kurdistan irakien, à Isfahan, dans le Wadi Rum. En escale à Madrid, dans un aéroport complètement désert. À l'heure où les pays d'Europe se referment, les aéroports se vident. Madrid, capitale reconfinée depuis près de 2 semaines, est un point de transit. Les 14 heures de vol ont plié ma roue avant. Une réparation miraculeuse dans le centre de Santa Cruz et mon voyage peut commencer. La route s'enfonce dans des montagnes subtropicales sous une chaleur suffocante. L'Oriente bolivien est assez éloigné de l'image que l'on se fait habituellement de la Bolivie. Et pour cause, la région est parcourue par l'Amazonie, mais aussi par de vastes plaines et des montagnes à la végétation subtropicale. Et ici, le parc national de Lamboro m'offre l'un de ses plus beaux panoramas. J'admire le lever du soleil sur un enchaînement de montagnes karstiques. Des montagnes qui dressent leurs falaises rosissantes au-dessus d'une jungle luxuriante. Un détour me mène jusqu'à l'ancienne forteresse précolombienne de Samaipata, l'un des rares exemples d'architecture rupestre en Amérique latine. Aux forêts subtropicales se succèdent des montagnes arides, rougeoyantes et peuplées d'acacias et de cactus. Le trafic est faible. Sur la route de Sucre, quelques dizaines de camions et minibus tout au plus m'accompagneront quotidiennement. Aujourd'hui, il y a 10 km de montée à 8%, c'est un petit Alpe d'Huez. Et je vais vous montrer comment on attrape un camion. Sucre. La capitale administrative s'accroche à près de 2800 mètres d'altitude et déploie de belles ruelles coloniales au carrefour desquelles émergent des églises baroques. Sucre est une ville agréable, dans laquelle je ne m'attarde pourtant pas. Je ne m'accoutume pas au port du masque et décide de poursuivre ma longue acclimatation à la cordillère des Andes. De Santa Cruz à Potosí, la route est une succession de montées et de descentes, si bien qu'en 5-6 jours, j'ai déjà effectué près de 11 000 mètres de dénivelé. Et mes jambes ont déjà pris un sacré coup de latte. Dans ce décor andin, Potosí et ses 4000 mètres d'altitude se rapprochent. Je suis arrivé à Potosí, qui est une ville minière située à près de 4000 mètres d'altitude et qui a été construite par les Espagnols au début du XVIe siècle pour extraire l'argent
de la montagne qui est derrière moi, qui s'appelle le Cerro Rico, et qui était jusqu'au début du 19e siècle la montagne la plus argentifère au monde. Alors Potosí a une place particulière dans l'histoire sud-américaine, puisque c'était le poumon économique de l'Empire espagnol. C'est ici aussi que sont morts en près de 3 siècles plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions même d'Amérindiens aux travaux forcés dans des mines qui se situent entre 4500 et 5000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, Potosí reste une ville minière. Et les couleurs de ces belles maisons coloniales cachent une ville pauvre où s'entassent les maisons de briques. Peu à peu, les dénivelés laissent place au vent. Les paysages désertiques s'étirent sur l'un des plus vastes plateaux d'altitude au monde, l'Altiplano. Uyuni est le début de la piste. Sur la Puna, subsistent quelques hameaux, unique trace humaine dans ce désert d'altitude. La piste longe, puis traverse la cordillère de Lipèze. À plus de 4700 mètres d'altitude, je suis sur les hauteurs du village abandonné de San Antonio, qui était d'anciennes mines datant de l'époque coloniale. Et comme on voit le volcan ici, le Cerro Lipèze, à près de 5900 mètres d'altitude, on peut s'imaginer dans quelles conditions les miniers devaient travailler durant près de 2 siècles. Les paysages, grandioses, rougissent d'autant plus à la fin du jour. Et l'un des lieux les plus inhospitaliers de la planète est un enchantement permanent. Au loin, le double cône de l'Uturuncu couronne le désert du haut de ses 6000 mètres. Le plus haut sommet des environs est un objectif. Pendant plus de 6 heures, je pédale ou pousse mon vélo jusqu'au passage entre le double cône volcanique, situé à près de 5800 mètres. Il ne me reste que quelques pas pour atteindre à pied le sommet. À plus de 6000 mètres d'altitude, je suis arrivé au sommet de l'Uturuncu. Et il y a énormément de vent, donc je ne vais pas rester très longtemps. Le panorama est absolument somptueux. On a une vue à 360 degrés sur toute la cordillère de Lipèze, ces lagunes turquoises et ces paysages martiens. Dans la cordillère de Lipèze, les pistes sont souvent même difficiles, faites de tôles ondulées ou de sable. Et les distances sont parfois très difficiles, parfois difficile de faire plus de 50 km dans la journée. Maintenant les paysages sont absolument extraordinaires et je suis tout seul. À la Puna de Vigogne succèdent d'opulents bofédales, des zones humides où s'entremêle un écosystème varié. Moutons, lamas, mouettes et oies des Andes ou encore flamants roses. Les bofédales sont un trésor dans le désert du Lipèze, une oasis de vie m'offrant une symphonie de couleurs et de contrastes. Au loin, le plus grand désert de sel du monde. Le salar de Uyuni s'étend d'un blanc horizontal
sur plus de 10 000 km². Un blanc total qui s'étire à l'infini. Je suis seul sur le Salar. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Dans quelques minutes, nous accosterons sur l'île d'Inkawasi. Je suis sur l'île d'Inkawasi, en plein cœur du Salar d'Uyuni. Et ici, en haute saison, il y a toujours parqué une quarantaine de 4x4. Et là, il n'y a absolument personne. Tel un capitaine de navire, je navigue d'îles en îles pour échouer finalement sur Isla del Pescado. Et je campe dans ce décor d'exception face au gigantesque manteau de sel. Par-delà une mince bande de terre, le Salar de Koipassa est 5 fois plus petit que son aîné, mais reste la seconde plus grande étendue de sel au monde. Rouler sur les salars est une immersion dans une nouvelle dimension. Puis les pistes tracent leur sillon sur plus d'une centaine de kilomètres jusqu'au parc de Sahama. Sur l'épaule de l'Atacama, à quelques encablures de la frontière chilienne, la Puna est saupoudrée de petites constructions colorées. Je suis devant les tuipas de Pucara et de Rayu, fusion de l'art incaïque, pré-incaïque et aymara, qui est en fait un complexe d'une vingtaine de mausolées situés au cœur d'une puna désertique et au milieu de plusieurs volcans, tous situés au-delà de 6000 mètres d'altitude. Bref, un lieu idéal pour planter ma tente. Certaines tuipas abritent encore des momies. L'altitude, l'isolement et la finesse d'un art oublié. Pour moi, les tuipas constituent peut-être le plus beau site archéologique de Bolivie. J'effectue les derniers kilomètres de piste avant de bifurquer sur une route asphaltée. Après 1800 km, dont près de la moitié de piste, je suis arrivé
au parc national de Sarama, qui est un véritable enchantement de cônes volcaniques surgissant tous à plus de 6000 mètres d'altitude. Un petit détour permet de s'inviter dans ce royaume au palais de volcans. Akotango, Parinacota, Pomerape et Sarama. Une enceinte de seigneurs trônant à plus de 6000 mètres, vêtus de leurs chapes enneigées et rivalisant de majesté. Ils forment peut-être parmi les plus beaux paysages d'Amérique latine. Je retrouve l'asphalte et laisse derrière moi cette arène de volcans. La route file sur un plateau d'altitude aux collines effilées et aux steppes multicolores. Je suis à Kurawara et c'est toujours très surprenant de trouver une église aussi belle dans un village aussi laid. Dans un village aux maisons de briques et de béton, l'église dévoile d'incroyables fresques murales des XVIIe et XVIIIe siècles qui expriment le syncrétisme de l'art andin. Une 2x2 voies monotone rejoint la base. La capitale de Bolivie étale ses maisons sur chaque parcelle d'un cirque de près de 600 mètres de dénivelé. Je suis sur ce qu'on appelle la route de la mort et je n'en suis qu'au premier kilomètre et la route est déjà coupée. Alors il y a toujours moyen de passer en se salissant un petit peu, mais j'aimerais bien retourner sur la passe dans l'après-midi. Donc tant pis, je prendrai la route principale. Une descente au cœur d'une forêt tropicale s'accroche aux pentes orientales de la Grande Cordillère. La route des Yungas est bien différente des paysages de l'Altiplano. Je rentre à La Paz en bus pour retrouver des altitudes plus familières. Une piste serpente à flanc de montagne face à l'Illimani. Le géant exhibe ses faces glaciaires, majestueuses et imposantes, qui s'éclipsent au détour d'un virage. L'une des plus belles pistes des Andes. D'un côté, le précipice, et de l'autre, les glaciers de l'Illimani. Depuis les pentes minérales, plongent un labyrinthe de vallées arides. Un décor andin, vertigineux et pastoral, pour un dernier bivouac somptueux. Une belle randonnée s'engouffre dans le ventre de la montagne. Les derniers hectomètres sur l'immense arête rocheuse sont plus difficiles. Elle semble mordre dans un gigantesque chaos de glaciers craquelés et dégoulinant des 3 sommets de l'Illimani. Plusieurs 6000 mètres nous contemplent. Bientôt, je serai de retour en France. D'un voyage en Bolivie, on en retient toujours 1000 images. Des bivouacs uniques dans des morceaux d'immensité. Des vigognes par dizaines traversant les pistes du Lipèze. Le bonheur de rouler dans une nouvelle dimension sur les plus grands déserts de sel du monde.
Mais ce qui m'aura le plus marqué, et que je n'ai pourtant jamais filmé, ce sont les gestes d'accueil. Car en Amérique du Sud, on est à l'autre bout du monde, mais on se sent comme chez soi. J'ai voyagé avec le sentiment d'avoir eu la Bolivie pour moi seul, de m'imprégner intimement de ces déserts. Peut-être ne revivra-t-on plus ces moments. Ce voyage était unique. Et c'est pour ça qu'il restera comme l'un des plus beaux.